Regardons donc à quoi ça a l'air un circuit d'une radio de 1940. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Dans la deuxième partie de cette série de vidéos sur la restauration d'une console radio Silvertone R301, je vous ai montré l'état du châssis électronique ainsi que la somme du travail à accomplir pour la rendre à nouveau fonctionnelle et sécuritaire. Depuis, j'ai fait la commande des pièces de remplacement. J'ai sélectionné des composants dont les spécifications de tension maximale et de puissance maximale sont égales ou plus grandes que les spécifications d'origine. Les pièces arriveront sous peu. Entre-temps, on a un peu de temps pour analyser la conception de cette radio. Ce sera plutôt facile car j'ai obtenu le schéma électrique sur le web. Mais regardons d'abord le diagramme bloc de la radio. Donc, on a affaire ici à un récepteur à ondes courtes et la bande MA qui est construit sur le principe du super hétérodyne. Donc, c'est un radio qu'on dit super het ou super hétérodyne. Qu'est-ce que c'est? C'est une configuration qui est assez classique, si vous voulez, où on a ici notre antenne qui est branchée sur un mélangeur. Et ce mélangeur reçoit donc le signal radiofréquence de l'antenne et reçoit aussi le signal d'un oscillateur local qui est syntonisé 455 kHz à côté. Et donc, les deux sont mis en battement l'un avec l'autre, ou sont mélangés, en fait, pour prendre le terme exact. Et ce qui va produire toutes sortes de produits de mélangeurs et, en effet, va produire un signal de 455 kHz qu'on va appeler notre signal intermédiaire, donc de fréquence intermédiaire, FI. Alors, cet oscillateur local-là, c'est un oscillateur LC. Vous comprenez bien que dans les années 30-40, il n'y avait pas d'oscillateur à cristaux, c'est seulement sorti pour les émetteurs. Dans les années qui ont suivi, durant la guerre, il y avait certains cristaux pour les émetteurs, mais pour à la maison, il n'y avait pas ça. Alors, voici, on mélange, comme expliqué, les deux signaux ensemble. On obtient un signal de fréquence intermédiaire qui est toujours à 455 kHz. Ce signal-là, on va l'amplifier et on va ensuite le démoduler par un démodulateur, pardon. On dit en anglais un detector, donc détecteur, mais en réalité, c'est une étape de démodulation. Donc, on démodule le signal et on se retrouve avec un signal audio, tout simplement, à la sortie du démodulateur, qu'on va amplifier, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'étages pour l'amplification audio, et qu'on enverra au haut-parleur, tout simplement. Alors, c'est assez simple, c'est très simplifié sur le bloc, sur le diagramme bloc ici. En réalité, il y a plus d'étages, il y a plus de petites considérations. On va le voir justement dans le schéma électrique suivant. Alors voilà, c'est à ça que le schéma de circuit électrique du Silvertone R301 ressemble. Je vous dis ça ressemble parce que c'est presque identique, sauf quelques petites variations en quelques petits endroits. Ce schéma était beaucoup plus clair, scanné beaucoup plus clair que la copie du R301 que j'ai. Donc, à toute fin pratique, c'est la même chose pour fin de compréhension. Mais ceci n'est pas tout à fait le R301. Mais ça fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce circuit? On a évidemment ici à gauche les deux antennes qui sont injectées dans un circuit de présélection et de transformation d'impédance. Et ce signal RF-là, radiofréquence, est envoyé à notre premier étage, qui est l'oscillateur et le mélangeur. Donc, le côté mélangeur est ici, côté oscillateur est ici, une triode et une exode, donc 3 électrodes, 6 électrodes. Et on a toute une série de banques, si vous voulez, de condensateurs qui nous permettent, et d'inductance aussi, qui nous permettent de syntoniser l'une ou l'autre des bandes supportées. Alors, on a des commutateurs rotatifs qui sont tous attachés ensemble. Et il y a une sélection des différents éléments ici, LC, pour créer notre oscillateur local, donc à la bonne fréquence, soit 455 kHz à côté de la fréquence désirée. Donc voilà, on a notre mélangeur ici, qui est ce côté ici, RF, oscillateur local, et on sort notre
fréquence intermédiaire ici. On la passe évidemment, c'est classique, dans un transformateur de fréquence intermédiaire qui est finalement, qu'est-ce que c'est? Couplage entre deux étages, transformation d'impédance si nécessaire, et aussi filtration si vous voulez, donc ajustement bande passante du signal FI de fréquence intermédiaire qu'on désire avoir. On passe à l'étage suivant qui est un ampli de fréquence intermédiaire, donc on amplifie tout ça. Vous aurez donc noté qu'il n'y a pas d'étage d'amplification radiofréquence. On prend le signal radiofréquence, on l'envoie directement dans le mélangeur. C'était courant dans ces années-là. Et ici, on parle d'un radio qui sert à la maison. Ce n'est pas un radio de grande précision. Et semble-t-il, c'est que ça fonctionne quand même très bien, même s'il n'y a pas d'étage d'amplification RF. Alors ça, c'est comme ça qu'il a été construit. Alors, on a notre étage de fréquence intermédiaire, comme je vous mentionnais, un autre transformateur d'impédance, et on passe par la suite à notre détecteur, ou si vous voulez, notre étage de démodulation avec un contrôle automatique d'amplification. Et notre conversion donc au signal audio est faite dans ce tube à vide de détecteur. Et par la suite, ça, on tombe dans l'étage d'amplification audio, qui est celle-ci, 5 tubes à vide, juste pour amplifier l'audio. Alors, j'ai lu sur des forums que ce genre de configuration est bien trop gros, ça aurait pu être simplifié. Alors, je ne me mettrai pas à débattre ça, je vous dis juste qu'il y en a qui trouvent que c'est bien exagéré. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un étage d'amplification, semble-t-il, en classe B. Je vais prendre ceux qui l'ont critiqué au mot. Et on a ici un étage d'inversion de phase de 180 degrés pour alimenter la partie inférieure ici à 180 degrés de déphasage par rapport à la partie du haut ici. Alors, on a un étage ici tampon qui pousse notre étage final, 2 fois cette partie-là, donc tampon amplificateur final en push-pull. Et on combine nos signaux ensemble ici sur un transformateur qui va jusqu'au haut-parleur qui se branche ici sur la prise. Donc, nos 2 signaux arrivent ici, comme ça, et comme ça, avec une attache centrale. C'est très typique du genre de couplage et de transformation vers un haut-parleur, très typique de ce qu'on voit habituellement. Alors voilà, ça c'est la partie audio. Très grosse, 5 tubes, mais quand même ça fonctionne. Sur le côté ici, on a un œil cyclope de syntonisation qui montre à l'utilisateur si on est bien syntonisé ou pas. Vous allez voir dans les vidéos subséquentes si je réussis à le faire fonctionner, comment ça fonctionne. Mais c'est visuel et ça se montre en avant, c'est donc affiché à l'avant de la console radio. Et on se branche évidemment sur notre détecteur ici. Et plus le signal est fort, et plus l'œil va indiquer clairement sur la console que le signal est bien syntonisé. Il nous reste maintenant à discuter de la partie bloc d'alimentation. Et je vais faire un petit zoom ici. Voilà. On a ici notre bloc d'alimentation. Le primaire est ici, branché sur le secteur. J'y reviens tantôt. Il y a des considérations de sécurité à avoir ici. Transformateur avec un enroulement qui va alimenter nos filaments sur les différents tubes à vide, ainsi que les ampoules pour l'affichage, le cadran à l'avant. Alors, on a ici un convertisseur du côté secondaire pleine onde. Donc, on a 2 diodes dans ce tube à vide. Et c'est comme ça qu'on rectifie pleinement le signal. Donc, l'alimentation, CA qui devient CC ici. Premier étage de filtration. Et là, notez la petite passe-passe. On s'en va sur, sur le haut-parleur pour utiliser un enroulement qui est monté sur l'arrière de l'haut-parleur comme filtration additionnelle. Le but premier, c'est de produire le champ magnétique sur le haut-parleur parce que c'est un haut-parleur électrodynamique et il n'y a pas d'aimant permanent monté sur le haut-parleur comme on serait habitué de le voir aujourd'hui sur la plupart des haut-parleurs. Donc, le bloc d'alimentation passe à travers cette bobine, produit un champ magnétique et utilise cette bobine comme filtration, donc une bobine d'arrêt additionnelle.
OK? Donc, c'est double fonction d'envoyer ça sur le haut-parleur. On reprend ce qui sort et par la suite, on a un deuxième étage de filtration, donc un deuxième condensateur électrolytique, celui-ci de 30 microfarad. Le premier était de 25 microfarad. Donc, ça sera l'alimentation qui va à toutes nos plaques. C'est l'alimentation à haute tension qui va à nos plaques un peu partout. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On utilise nos haut-parleurs. Et bon, évidemment, aujourd'hui, on ne ferait plus ça du tout. Mais à l'époque, c'était classique de faire ces petites passe-passe. Alors ça, c'est notre partie étage de bloc d'alimentation. Maintenant, parlons de l'aspect sécurité d'un tel appareil. Alors, évidemment, on parle ici d'un appareil qui date de la fin des années, d'une conception de la fin des années 30. Les standards de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, du côté primaire, on a une faiblesse. La première, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de troisième broche sur la prise du secteur. Et donc, le châssis est essentiellement flottant. Il n'y a aucune référence à la mise à la terre sur cet appareil. Bon, il y a des conséquences à ça. Le châssis est flottant jusqu'à ce qu'un de ces deux condensateurs ait une défaillance. Donc, ces condensateurs sont très critiques. Si jamais un de ces deux condensateurs, ou les deux, venait qu'à conduire, on enverrait l'alimentation du secteur directement sur le châssis métallique. Et donc, il y aurait un potentiel de choc électrique pour l'usager s'il touche le boîtier en métal à l'arrière de la console et qui touche une autre partie qui est mise à la terre, par exemple un tuyau ou quelque chose du genre. Alors, ça, aujourd'hui, on ne verrait plus jamais ça. C'est beaucoup trop risqué. Évidemment, ces condensateurs ici, on va appeler ça, en anglais, ils appellent ça des safety capacitors, donc des condensateurs de sécurité. Je n'aime pas cette appellation. En français, ça devrait être des condensateurs sécuritaires. C'est des condensateurs spéciaux qui sont approuvés pour bien se comporter lorsqu'il y a une défaillance du condensateur. Ils ont été vérifiés en laboratoire et ont reçu les homologations nécessaires. Okay? Alors, j'en ai commandé de ces condensateurs. Et ils sont particuliers, ils ont l'approbation UL, CSA, CE et ainsi de suite. Alors que les autres condensateurs partout dans le circuit n'ont pas cette homologation, si vous voulez. Alors ça, c'est le premier point un peu dangereux ici. Je ne sais pas jusqu'à quel point dans les années 30, ces condensateurs-là étaient sécuritaires, mais moi, je vais en mettre des sécuritaires. D'accord? Ensuite, vous noterez, il n'y a pas de fusible. Aucun fusible à nulle part dans le circuit et encore moins du côté primaire. Donc, une autre faiblesse, on se fiait ici, je présume, au fusible dans le panneau électrique, dans la maison. Alors, c'était la seule protection qu'il y avait. Alors, moi, je vais en rajouter un fusible ici. Il n'est pas question que je laisse ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue sécurité? Eh bien, vous noterez qu'on envoie la haute tension au haut-parleur. Donc, faire bien attention, l'usager qui reste foutre un doigt sur un des terminaux du haut-parleur risque fortement de l'enlever assez rapidement, puisqu'il y a 220 volts CC qui est envoyé sur le haut-parleur. Donc, un point de danger normalement auquel on ne s'attendrait pas dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est le cas ici. Alors, l'autre chose que je vais vous montrer, point de vue sécurité, c'est ceci. Si vous notez, ici, on a une attache métallique qui coince directement le fil d'alimentation, comme ça, vers le commutateur à l'avant de l'appareil. Et ça, c'est... moi, je vais vous dire, regardez comment ça a jauni sous l'attache. Et définitivement, on ne verrait pas ça aujourd'hui. Une attache plastifiée, plastique, serait utilisée ici. Alors, ça, c'est un no-no dans le monde d'aujourd'hui. Et pire encore, regardez cette photo. Ce même fil qui arrive et descend ici est coincé, plutôt que d'utiliser des attaches, coincé utilisant les broches des deux condensateurs ici pour maintenir le fil au fond du châssis. Regardez la décoloration. On ne le voit pas tellement, mais il y a une pénétration du fil dans l'isolant. Je l'ai vu quand je l'ai arraché, ce fil. Donc, attention, c'est pire que j'aurais pu m'imaginer. Quand j'ai vu ça, j'ai grimacé, je n'en croyais pas à mes yeux. Donc, un autre point de faiblesse, point de vue sécurité.
Alors, décidément, les standards de sécurité n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et je vous souligne aussi que cet appareil était homologué UL, donc vous en avez la preuve ici, et pour moi, pire encore, approuvé par l'Institut des ingénieurs des États-Unis. Donc, vraiment, là, quelle évolution en 75 ans. Alors, quelques petits détails en terminant que je veux mentionner. Remarquez, les valeurs de résistance utilisées sont exprimées, par exemple, ici en mégohms. On a 2,2 mégohms. Ça, c'est clair. Par contre, 330 M et un autre exemple, 39 W. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? 39 W, c'est 39 ohms. Alors, définitivement, ça, c'est clair. On comprend. Ceci dit, 47 M ou 330 M, c'est des kiloohms, croyez-le ou non. Ce n'est pas des mégohms. Aujourd'hui, on écrirait 330 M pour mégohms, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est 330 K, 220 K, 2200 ohms, 47 K, et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment figé lorsque j'ai vu ça. Et j'ai fini par comprendre en regardant les bandes de couleurs sur les résistances, cette façon de décrire les résistances qui est absolument bizarre à mon avis. Dernier petit détail que je veux vous mentionner, c'est cette bias cell que je vous avais mentionné dans la deuxième vidéo. C'est effectivement une pile de polarisation ici sur l'étage de détection. Ça produit environ entre 1 et 1,5 volts, si je comprends bien ce que j'ai lu sur les forums. Et c'est une pile qui ne débite absolument aucun courant à toute fin pratique, donc dure très 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 longtemps. Elle fournit encore une légère tension. On peut la réactiver apparemment, et je vais vous montrer de qu'est-ce qu'elle a l'air. Voilà. Alors c'est cette pile de polarisation. On peut la réactiver en y mettant quelques gouttes d'eau distillée, apparemment, ici à l'interface pour qu'elle absorbe cette eau-là. Et ça va produire la tension nécessaire, apparemment. Elle va revivre. J'ai aussi lu que l'effet de cette polarisation est négligeable, apparemment, et que l'appareil va fonctionner même si cette pile n'est pas fonctionnelle. Donc, ça sera à voir. Je vais peut-être essayer de la réactiver, si vous voulez. Alors, je verrai. Il y aura aussi moyen de remplacer ceci par une pile bouton, une cellule, par exemple une CR2032, en tout cas des piles à montre ou des choses du genre. Le courant est à peu près zéro, donc ce n'est pas un problème en soi. Alors, ça sera à vérifier. Alors voilà. On a maintenant une meilleure idée du fonctionnement général de la radio, ainsi que des considérations de sécurité. Dans la prochaine vidéo, on va débuter la restauration. On va entre autres reconstruire l'étage d'entrée, CA, donc du secteur, et faire le remplacement de tous les condensateurs et toutes les résistances. Soyez-y, merci et à la prochaine!